Pourtant, la création d'un agrégat plus vaste que la nation est inéluctable. La nature pousse à des agglomérations de plus en plus larges, et finalement, à l'établissement de la plus grande de toutes les agglomérations, l'union ultime des peuples du monde. C'est évidemment la voie qu'exige l'avenir du genre humain. Des conflits ou des perturbations, si immenses soient-ils, peuvent la retarder, de même qu'ils peuvent modifier considérablement les formes qu'elle promet de prendre maintenant, mais ils ne peuvent pas l'empêcher, car la destruction générale serait la seule autre destinée possible pour l'humanité. Pareille destruction, en dépit des possibilités catastrophiques qui viennent neutraliser les résultats bénéfiques assez indubitables et d'une portée quasi illimitée des découvertes et des inventions récentes de la science, semble tout aussi chimérique que l'attente prochaine d'une paix et d'une félicité définitive ou d'une société parfaite des peuples humains. À défaut d'autre chose, nous pouvons compter sur la poussée évolutive, et sinon sur un pouvoir caché plus grand, du moins sur l'action et l'impulsion, ou l'intention manifeste de l'énergie cosmique que nous appelons nature, pour conduire l'humanité jusqu'au prochain pas nécessaire, au moins, qui est un pas de conservation. Car la nécessité est là, et elle est assez généralement reconnue, ainsi que l'idée du but auquel elle doit conduire finalement, et l'organisme, incarnant cette idée, demande déjà à être créé. Pour Sri Aurobindo, l'unification internationale aboutira probablement à l'une des deux formes suivantes. Un État mondial centralisé, ou bien une union mondiale plus lâche, qui sera peut-être une étroite fédération ou simplement une confédération des peuples aux fins communes de l'humanité. Cette dernière forme serait de beaucoup préférable, parce qu'elle donne suffisamment de champ libre aux principes de variation nécessaires au libre jeu de la vie et au sain progrès de l'espèce. Le processus de formation d'un État mondial commencerait par la création d'un corps central, qui tout d'abord aurait des fonctions très limitées, mais qui, une fois créé, ne pourrait manquer d'absorber graduellement les différents services du gouvernement international centralisé, de même que l'État, d'abord sous sa forme monarchique, puis sous sa forme parlementaire, a absorbé graduellement tout le mouvement de la vie nationale. Dans l'État mondial, un processus similaire se terminerait par l'absorption et la réglementation de la vie totale des peuples, et pourrait même aboutir à l'abolition de l'individualité nationale et à la transformation des divisions créées par celle-ci en de simples groupements départementaux, provinces et districts de l'unique État commun. Pareille éventualité peut sembler maintenant un rêve fantastique ou une idée irréalisable, mais dans certaines conditions, nullement exclue du champ des possibilités ultimes, elle peut fort bien devenir réalisable et même inévitable, passé un certain point. En revanche, un système fédéral, et encore plus une confédération, impliquerait la préservation de la base nationale et une liberté plus ou moins grande au sein de la vie nationale, mais en subordonnant les intérêts nationaux séparés aux intérêts communs plus vastes, et la liberté individuelle complète séparée aux nécessités internationales plus larges. On peut se demander si les analogies du passé sont un guide suffisant pour un problème aussi nouveau, et si quelque chose d'autre ne pourrait pas se concevoir indépendamment, qui découlerait plus intimement du problème et serait mieux approprié à sa complexité. Mais même quand elle aborde ces problèmes nouveaux, l'humanité se fonde sur son expérience passée, et donc sur les mobiles et les analogies du passé. Même quand elle se saisit des idées nouvelles, elle se tourne vers le passé pour leur donner une forme. Derrière les changements apparents
apportée par les révolutions les plus radicales, nous voyons l'inévitable principe de continuité survivre au cœur de l'ordre nouveau. En outre, l'alternative que nous avons présentée semble le seul moyen de résoudre le conflit des deux forces en présence, soit par disparition de l'une, l'instinct national séparatiste, soit par accommodement mutuel. Toutefois, il est tout à fait possible que la pensée et l'action humaine prennent une tournure si nouvelle qu'elles introduisent un certain nombre de possibilités imprévues et conduisent à une fin toute différente. Cependant, l'impulsion mondiale, quelle que soit sa forme, ne pourra être durable que si elle s'accomplit exclusivement par des moyens extérieurs, politiques, économiques, juridiques. Pour qu'une vivante unité dans la diversité soit possible, un autre pouvoir est indispensable. Assurément, aucune des deux éventualités, ni aucune des trois formes considérées ne sont exemptes de sérieux inconvénients. Un État mondial centralisé serait le triomphe de l'idée d'unité mécanique, ou plutôt le triomphe de l'uniformité. Il entraînerait inévitablement l'injuste étouffement d'un élément indispensable à la vigueur de la vie humaine et au progrès, à la vie libre de l'individu, à la libre variation des peuples. Si l'État mondial s'installe en permanence et va jusqu'au bout de ses tendances, il doit aboutir à une mort dans la vie, à la stagnation ou à l'insurrection de quelque force ou principe nouveau sauveur, mais révolutionnaire, qui mettra tout l'édifice en miettes. La tendance mécanique est naturelle à la raison logique, qui est elle-même une machine précise. Son maniement est évidemment plus facile et plus à portée de main. Son application complète peut sembler désirable à la raison, nécessaire, inévitable, mais sa fin est prédestinée. Une fois fondé, un État socialiste centralisé est peut-être une nécessité de l'avenir, mais une réaction contraire sera également une nécessité finale de l'avenir. Plus sa pression sera grande, plus sûrement il se heurtera à la propagation du principe d'anarchisme spirituel, intellectuel, vital et pratique, en révolte contre sa pression mécanique. De même, un État mondial centralisé et mécanique doit finir par soulever contre lui une force analogue. Il pourrait bien se terminer par l'écroulement et la désintégration, voire la nécessité de répéter le cycle humain pour tenter de résoudre le problème plus heureusement. Un État mondial ne pourrait durer que si l'humanité acceptait de voir tout le reste de sa vie réglementé pour elle au nom de la paix et de la stabilité, et si pour sa liberté individuelle, elle prenait refuge dans la vie spirituelle, comme il est arrivé autrefois sous l'Empire romain. Mais ceci même ne serait qu'une solution temporaire. Un système fédéral, de même, tendrait inévitablement à établir un unique type général de vie humaine, d'institution, d'activité. Il ne pourrait tolérer que le jeu des variations mineures. Mais le besoin de variation dans la nature vivante ne se contentera pas toujours de cette maigre provende. Par contre, une confédération plus lâche courrait le risque de donner trop facilement prise aux forces centrifuges si celles-ci venaient à se relever avec une vigueur nouvelle. Une confédération lâche ne pourrait pas être permanente. Elle devrait prendre une direction ou l'autre et finir par une centralisation étroite et rigide ou par la dislocation de l'unité lâche en ses éléments originaux. Le pouvoir sauveur dont nous avons besoin est le pouvoir d'un facteur psychologique nouveau qui simultanément donnera à l'humanité le besoin d'une vie unifiée et la forcera à respecter le principe de liberté. Comme nous le verrons par la suite, la religion de l'humanité semble être, pour Sri Aurobindo, la seule force en cours
qui tendent dans cette direction, car elle favorise le sens de l'unité humaine. Elle a l'idée de l'espèce, et pourtant en même temps, elle respecte l'individu humain et les groupements humains naturels. Cependant, Sri Aurobindo, certain du but final de la nature, n'hésitait pas à encourager toute tentative d'unification internationale. Ayant confiance en cette volonté inéluctable de la nature, pouvons-nous dire, et conformons-nous à son mode d'opération. Créons de toute façon l'ossature de l'agrégat, une ossature quelconque, car la nature connaît déjà la forme complète qu'elle projette, et elle la produira finalement à son heure, par le pouvoir de l'idée et par notre volonté de la réaliser, par l'aide puissante de la force des circonstances, par des pressions de toutes sortes, même par la force physique s'il le faut, puisque cela aussi semble faire encore partie du mécanisme nécessaire. Créons-la. Créons le corps, et l'âme croîtra dans le corps. Et inutile de nous soucier de cette formation corporelle. Oublions qu'elle est artificielle et n'a tout d'abord qu'une toute petite réalité psychologique consciente pour la vivifier, voire même aucune. Cette réalité commencera à se former dès que le corps sera formé. La nation aussi s'est tout d'abord formée plus ou moins artificiellement à partir d'éléments incohérents rassemblés, en réalité, par la nécessité d'une idée subconsciente, bien qu'en apparence, elle se soit faite par la seule force physique et celle des circonstances. De même que l'ego national s'est formé en s'identifiant au corps géographique de la nation, puis en y créant l'instinct psychologique de l'unité nationale et le besoin de satisfaire cet instinct, de même, un ego humain collectif se formera dans le corps international et y éveillera l'instinct psychologique de l'unité humaine et le besoin de satisfaire cet instinct. Ce sera la garantie de la durée. Et l'homme étant ce qu'il est, c'est probablement ainsi que les choses se passeront. En fait, si nous ne sommes pas capables de mieux, c'est ce qui se produira, puisque l'unité doit se produire d'une manière ou de l'autre, que ce soit de la pire ou de la meilleure manière.